Il y a 3 types de TCA. On mange moins que ce qu'on dépense. Je me pesais tous les jours. On va dans le placard, on éclate tout. Petite anecdote d'ailleurs, et je voyais plus rien pendant 10 secondes. C'est un calcul que vous pouvez faire rapidement sur internet. Parmi les sportifs de haut niveau, environ 1 sur 3. But de cette vidéo, de sensibiliser. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou, les TCA, troubles du comportement alimentaire. Pourquoi je vous en parle moi? Parce que j'ai été touché par ça il y a une dizaine d'années. Ça fait 20 ans que je fais des courses de vélo dans le milieu amateur, en régional, en départemental, etc. Je trouvais important de faire cette vidéo parce que quand tu es dans le sport comme ça et que tu as des objectifs de performance, forcément, tu vas essayer d'être le plus performant sur tous les aspects que tu peux toucher. Donc, c'est-à-dire l'entraînement, sur le matos, le capteur de puissance et l'alimentation. Et c'est sujet à dérive parce que, en fait, tu es toujours à essayer d'aller un peu plus loin. Tu dis, je pourrais perdre encore 1 kilo. Et au final, ça impacte ta performance en premier, bien sûr. Mais à un moment donné, ça va aussi impacter ta santé mentale et ta santé physique. Et donc, je trouvais très important de faire cette vidéo, déjà pour prévenir les risques auprès des plus jeunes générations et des moins jeunes aussi. Mais voilà, pour sensibiliser. Et dans cette vidéo, ça va se décomposer de déjà qu'est-ce que c'est les TCA, la définition, les causes, les effets sur la santé, les statistiques, enfin les solutions. Et n'oubliez pas de liker, partager et commenter, ça donnera de la visibilité à cette vidéo pour être partagée à un maximum de monde. Et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez aussi dans les commentaires, ça va être toujours très intéressant et ça me donnera la force. Et puis voilà, let's go, hein, il n'y a plus qu'à y aller. Bon, déjà, avant de commencer, je vais mettre en description les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo, pour tout ce que je vous dis. Déjà, je vous parlais aussi de mon cas personnel, mais il y a des choses que j'ai été chercher sur Internet forcément pour préparer cette vidéo. Et du coup, les liens sont dans la description. Et aussi, quand je parle de ce sujet, c'est tous les sports, pas que le vélo, parce qu'on est tous impactés par ça, dans le triathlon, dans l'athlétisme, dans la danse, la gymnastique, la course à pied. Il y a plein d'autres sports que j'ai sûrement oubliés, mais tous ces sports-là sont impactés parce que le poids a un impact fort sur la performance et donc forcément, il y a des dérives. Bon, il y a 3 types de TCA. Il y a l'anorexie mentale, il y a la boulimie et il y a l'hyperphagie boulimique. L'anorexie mentale, c'est la restriction de l'alimentation. Donc ça veut dire qu'on mange moins que ce qu'on dépense. Et quand on fait du sport, on a encore une dépense encore plus importante. Donc là, ce qui se passe, c'est que on se retrouve avec un poids qui n'est pas du tout adapté pour l'âge qu'on a, pour la taille qu'on a et pour le sexe qu'on a. Comment ça se matérialise, on va dire, dans le quotidien? C'est déjà, on saute des repas, on pèse tout ce qu'on mange, on prévoit tout ce qu'on mange. Moi, c'était vraiment le cas. Je prévoyais, genre à l'avance, je savais ce que j'allais manger toute la semaine, genre salade, etc. J'avais retiré tous les féculents de mon alimentation, à part la veille de course où là, je prenais vraiment des pâtes, où je m'alimentais vraiment bien comme il fallait. Et après, dans les cas les plus extrêmes, pour pas prendre de poids, il y a des gens carrément, ils font une purge entre guillemets du corps. Donc c'est le plus connu, c'est les vomissements, il y a les laxatifs, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment des cas vraiment extrêmes. L'anorexie mentale, c'est vraiment la peur intense de perdre du poids. Et comment ça se matérialisait pour moi, c'est par exemple la semaine, comment je faisais beaucoup d'efforts sur l'alimentation et tout. Et puis le vendredi, je me disais, quand je rentrais chez moi, j'étais en apprentissage et tout. Et le vendredi, je rentrais chez les parents, je me dis, bon là, je me fais un peu plaisir. Et c'était entre guillemets le cheat meal du vendredi. Et le lendemain, je surcompensais. Donc en fait, le fait de faire de l'exercice de façon excessive pour compenser justement ce cheat meal entre guillemets, ça faisait que moi je faisais mon petit cheat meal le vendredi et le samedi je mangeais presque pas et j'allais faire du vélo mais presque toute la journée. Je faisais des grosses sorties et je revenais le soir, je me dis ok, je me suis assez dépensé, je suis revenu entre guillemets à zéro et je peux manger à partir de ce soir, tu vois. Donc c'était vraiment des comportements compensatoires pour justement pas prendre de poids, parce que je voulais vraiment pas prendre de poids. Je me dis j'ai pas fait tous ces efforts pour tout casser là, et c'était tout le temps en boucle, toutes les semaines c'était le même schéma. La distorsion de l'image corporelle, donc en fait c'est juste l'image qu'on se fait de nous est complètement erronée. On a l'impression qu'on est en surpoids alors qu'en fait on est juste en dessous du poids où on devrait être. C'est complètement l'inverse. Donc c'est pour ça qu'on dit la distorsion de l'image corporelle, c'est qu'elle est complètement fausse. L'image que les gens ont de nous par rapport à nous, l'image qu'on a de nous, elle est complètement différente. On a l'impression qu'on doit encore perdre du poids parce qu'on est trop gros, alors qu'en fait
on est en sous-alimentation et on est très maigre. Donc voilà. La deuxième grande famille, la première, donc on vient d'y passer, c'est l'anorexie mentale. La deuxième, c'est la boulimie. Je pense que tout le monde connaît. C'est la frénésie alimentaire. C'est quand on va exploser le placard, on pète un câble. C'est le gros cheat meal des familles et on peut plus s'arrêter. Et en fait, on mange en grande quantité et après on est obligé, on se sent mal, on se sent coupable et il faut qu'on compense. Donc après, il y a la boulimie, c'est deux compensations, c'est le vomissement et aussi les laxatifs. C'est la purge entre guillemets du corps et de ce qu'on vient d'ingérer. Donc voilà, ça c'est pour la boulimie, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Moi, c'était pas forcément ça, je compensais avec des exercices excessifs, c'est-à-dire je partais faire du vélo sans manger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'était un peu différent. Et en dernier lieu, la dernière grande famille, c'est l'hyperphagie boulimique, donc c'est le même comportement. C'est genre, on va exploser le placard, mais par contre, il n'y a pas de comportement compensatoire, on va dire, c'est juste... on va dans le placard, on éclate tout, on finit le placard, la daronne elle arrive le soir, il n'y a plus rien dans le placard. Mais après tu te sens con, tu te sens coupable, tu te sens pas vraiment bien après ça. Pourtant pendant t'es trop heureux, c'est comme si t'étais plus toi. Donc voilà, c'est un peu similaire mais un petit peu différent dans la façon de réagir à cet épisode de frénésie alimentaire. Le deuxième grand chapitre, c'est les causes. Comment on en arrive là? Dans le cyclisme, et je pense que dans les autres sports, c'est un peu pareil. On idolâtre beaucoup les professionnels. Ils sont vraiment très maigres en ce qui concerne le vélo. Franchement, les mecs, ils sont affûtés. Et c'est cette culture de l'affûtage qui fait qu'on idolâtre les professionnels parce qu'ils sont vraiment très affûtés. Ils sont très maigres. Il n'y a pas un pet de gras. Les mecs, ils sont vraiment super fit quoi, pour des athlètes. Ils ont un taux de masse graisseuse super bas et forcément tu vois quand tu es jeune, tu arrives dans le sport, forcément tu te tournes vers le monde professionnel, tu regardes des courses à la télé et tout ça, donc forcément tu les prends comme référence et ce que on sait pas quand on est jeune ou pas, c'est que ces mecs là ils sont suivis, tu vois, ils ont un corps médical qui est autour d'eux, ils ont des prises de sang si c'est pas toutes les semaines, etc. Ils ont des compléments alimentaires justement pour remonter les taux qui sont pas bons dans les prises de sang. C'est tout ce qu'on ne voit pas et qui fait que tout ça c'est maîtrisé et qu'ils sont suivis. Si jamais il y a une dérive, ils vont le voir et ils vont rectifier tout de suite. Alors que nous, en tant qu'amateurs, tu fais 30 squats au début de la saison chez le médecin, il te donne ton certificat médical et il regarde juste ton cœur après les 30 squats, voir si tu récupères bien et c'est tout. Donc avant de voir que tu as une carence, tu as moyen de déjà bien taper dedans et de finir avec ces troubles du comportement alimentaire. Et on verra tout à l'heure, je vais vous donner les chiffres justement des TCA dans le sport et dans la vie en général, le commun des mortels entre guillemets on va dire. Et vous allez voir que la présence des TCA est vachement présente chez les athlètes de niveau, chez les athlètes tout court et chez les professionnels. Donc vous allez voir qu'en fait, même s'ils sont suivis, ça ne prévient pas non plus d'avoir des troubles du comportement. Et petite anecdote d'ailleurs, et je suis sûr, il y en a, ils ont vécu ça. Et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vécu. Tu sais, c'est l'ancien. Le mec, tu sais, qui a vécu l'époque de Bernard Hinault dans les années 80 et tout. Genre, le mec, il arrive et il te pince la hanche, tu sais, au niveau du gras. Et il te dit... Ah ouais, on s'est fait plaisir sur la bouffe, tu vois. Genre, il va peut-être falloir faire des efforts et tout. T'es gras comme un pâté, tu vois. Genre, le nombre de fois que j'ai vu ça, genre, c'est un truc de ouf. Genre, comment tu veux pas créer de complexe chez un jeune? Tu vois, genre, il vient d'arriver dedans, il veut performer. T'as un ancien, il arrive, il a l'expérience et tout. Tu sais, le mec, il dit que t'es trop gros. Putain, mais comment tu veux ne pas créer des complexes chez les jeunes quand t'as un ancien qui arrive comme ça? L'enfoiré quoi, faut arrêter ça. Genre s'il y a des vieux qui regardent cette vidéo, arrêtez ça, ça sert à rien. Maintenant on va parler un peu plus de mon cas personnel et on va parler du poids de forme. Tout ça c'est encore dans les causes des TCA, c'est que en fait moi j'ai arrêté de faire du vélo pendant 2 ans et du coup j'ai pris du poids. Je faisais 71 kg pour 1m70. Je fais toujours 1m70 malheureusement, maintenant je suis plus à 71 kg mais à l'époque je trouvais que j'étais gros. Voilà, pour 1m70, 71 kg, pour moi, c'était pas possible. Donc je me suis dit, je vais reprendre le vélo
Et je vais perdre du poids parce que pour perdre du poids, il n'y a rien de mieux que le vélo parce que c'est un sport d'endurance et donc tu tapes dans les graisses et tu perds du poids rapidement. Si tu fais pas mal d'heures, tu perds du poids très rapidement. Donc du coup, j'ai perdu du poids, beaucoup de poids et je suis devenu plus performant. Du coup, j'ai associé la perte de poids à la performance. Sauf qu'en fait, c'est juste que je m'entraînais plus en fait, tout simplement. Et bien sûr, j'ai perdu du poids. Je faisais quand même 71 kilos, j'ai dû perdre presque 8 kilos très rapidement. Et je suis arrivé à mon poids de forme, qui était, je pense, aux alentours des 58 kilos, un truc comme ça. Je sais pas exactement à combien il est, mais je sais que c'est le poids où ma balance entre la nourriture, où entre guillemets, je fais des efforts et les performances que j'ai, c'est le bon milieu, tu vois. Sauf qu'à l'époque, je le savais pas. Et du coup, j'ai continué dans cette démarche, ce cercle vertueux de genre, je perds du poids, je suis meilleur. Et du coup, je suis arrivé à mon poids de forme et je performais sur les compétitions. Et sauf qu'après, j'ai continué dans cette démarche. Et du coup, je suis passé en dessous du poids de forme. Et c'est là où ça s'est pas bien passé. Parce que du coup, j'étais plus performant, j'avais plus l'énergie dont j'avais besoin pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir faire mes courses, etc. Donc c'est là où je suis parti à la dérive, entre guillemets. Mais tant que t'es pas allé un peu dans cette dérive-là, tu sais pas où il est ton poids de forme. Donc c'est pour ça qu'en fait, je suis parti à la dérive. C'est parce que je savais pas trop où il était, etc. Donc je me suis perdu. Et je suis arrivé à 51 kilos. Et je vous dis maintenant, aujourd'hui, je sais que c'est aux alentours des 58, 57 kilos, tu vois, 58, 59. J'ai perdu 20 kilos en l'espace de 2 ans, je pense, un truc comme ça. Donc voilà, c'était en fait mon seul indice de performance à un moment donné, c'était la balance. Je me pesais tous les jours. Si je prenais 200 grammes, c'était une catastrophe. C'était vraiment la galère. Vraiment, vraiment galère. Donc c'était devenu un cercle vicieux à la fin, au lieu d'être un cercle vertueux. Et du coup, il a fallu que ça change. Le dernier point sur les causes des TCA, je me suis dit, est-ce que c'est héréditaire? Parce que en vrai, je sais que moi, pour mon cas perso, je me demande vraiment si c'est pas héréditaire. Parce que, tu vois, ça s'est peut-être transmis d'une génération à une autre. Mais est-ce que c'est vraiment héréditaire? Et du coup, je me suis posé la question. Et en regardant sur le net, en fait, c'est flou. En fait, on ne sait pas. Y a des études sur 2 frères. Ça démontre en fait que oui, c'est potentiellement héréditaire. Mais en fait, on se pose la question, est-ce que c'est pas plutôt l'environnement? Vu qu'ils sont frères, ils ont le même environnement. Et du coup, on se pose la question, est-ce que c'est pas plutôt l'environnement qui fait qu'ils ont eu un trouble? Et pas plutôt au niveau héréditaire, au niveau des gènes, etc. C'est un peu flou là-dessus. J'ai pas vraiment eu la réponse. D'ailleurs, si en commentaire, il y en a, ils ont une étude, genre pour montrer par A plus B que c'est héréditaire, je veux bien la voir dans les commentaires. Moi, je sais que je suis dans un environnement de sportif. Donc en fait, forcément, si t'es sportif, genre forcément, tu fais gaffe à la bouffe. Et genre, tout le monde est fit, tout le monde, tu vois, tout le monde est dans la même démarche. Donc forcément, si t'as un environnement comme ça, de prendre du poids, c'est pas dans la nature du truc, quoi. Donc et à l'inverse, du coup, il y a personne qui fume dans la famille, tu vois. Donc forcément, tu vas pas non plus aller dans ces dérives-là, tu vois. Donc après, il faut choisir son camp. C'est soit tu fumes et tu bois, soit t'es fit et tu as des troubles du comportement alimentaire. Non, j'exagère un peu, mais tu vois, en fonction de ton environnement, tu vas être influencé ou pas. Et je pense que moi, mon environnement, il a joué aussi. C'est pas pour rejeter la faute et tout sur ma famille, mais c'est genre juste, c'est quelque chose qui influe sur les gens. Et moi, je suis papa maintenant et je me dis, il faut que je fasse en sorte que mon environnement, il soit le plus sain possible pour éviter de transmettre ça à mon fils, en fait. En plus de la génétique et en plus de l'environnement, il y a les facteurs psychologiques, donc les traits de personnalité comme l'anxiété, le perfectionnisme ou le manque d'estime de soi peuvent jouer un rôle et peuvent augmenter les chances d'avoir des TCA. Les facteurs socio-culturels aussi, genre comment est idéaliser la minceur dans notre société. Et quand tu vois la télé, les réseaux sociaux, la pression sociale qu'on a dans son entourage, que ce soit à l'école, dans son entourage proche, etc., fait qu'on peut contribuer à l'apparition de ces troubles-là. Les risques sur la santé.
Et là, on a premièrement les effets physiques. Donc là, on est sur des carences nutritionnelles, on manque de fer, etc., de vitamines, etc. Tout ça, on commence à manquer. Du coup, on est plus fatigué, etc. La déshydratation, les troubles hormonaux. Donc pour les femmes, il y aura plus de règles par exemple. Dérèglement aussi de la libido. Donc là, c'est que pour les hommes et les femmes, genre baisse de la libido, fracture de fatigue. Souvent, on entend souvent ça d'ailleurs, les fractures de fatigue. Forcément, des fois, c'est un surentraînement. En fait, peut-être que ce surentraînement, tous les surentraînements sont pas à cause des TCA, il faut faire attention. Mais ça peut être la cause. En fait, on est surentraîné par rapport à ce qu'on mange. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on a des fractures de fatigue parce que aussi la densité osseuse diminue à cause des TCA, parce que on n'a pas tous les nutriments nécessaires pour le maintien des os en bonne santé. La fatigue donc, trouble de la vision, moi j'avais ça. Je me souviens, un coup au boulot, je me lève et genre j'ai un voile blanc, je voyais plus rien pendant 10 secondes. Genre le coup de flip de malade, ça te fout un choc quand même, tu te dis putain je vais trop loin dans ce que je fais. Après tu as les problèmes cardiovasculaires aussi. Le cœur peut devenir plus fragile, la bradycardie, donc c'est ralentissement du rythme cardiaque, et les insuffisances cardiaques aussi. Tu tombes plus souvent malade aussi, ça j'ai oublié, parce que tes défenses immunitaires elles baissent. Donc tu chopes tout ce que tu peux, tu chopes tout. Quand il fait froid, tu es malade parce que tu n'as rien pour te protéger du froid. D'ailleurs ça sur les cours, je me souviens, j'avais vraiment du mal à tenir le froid. Genre dès qu'il faisait en dessous de 10 degrés, il y avait la flotte. Genre j'étais en hypothermie directe. Genre on tient beaucoup moins le froid et ça a un impact énorme sur la performance. Parce que ça affecte ton métabolisme, ça affecte ta récupération, diminution de la masse musculaire. Donc forcément, si tu impactes tous ces aspects-là, forcément tu es moins performant. Mais plus grave encore, ça affecte ta santé. Déjà juste ta santé de base. Et on n'a qu'un corps, on n'a qu'une vie, on n'a qu'un corps. Donc en fait, il faut en prendre soin. Et la longévité de sa carrière, on ne pourra pas tenir comme ça pendant des dizaines et des dizaines d'années. Voilà, quand il y en a, on voit, ils font ça encore à 60 balais. Genre si tu commences comme ça à 20 ans, tu verras jamais la soixantaine. C'est clair et net. Les effets mentaux que ça a, les TCA sur nous. La culpabilité récurrente, dès que tu fais un écart, tu te sens coupable, tu te sens pas bien, etc. On a la partie stress. Moi, je me pesais tous les jours, donc c'était le stress de monter sur la balance tous les jours. Je me dis putain, j'espère que j'ai pas pris de poids. Tous les jours, c'était du stress. Donc, en plus du travail, en plus de l'école, en plus de déjà de la vie est déjà stressante comme ça, c'est pas pour s'en rajouter. Après, il y a des épisodes de dépression. Personnellement, j'ai pas été touché par ça, et c'est sûrement pour ça que j'ai mis du temps avant de pouvoir me rendre compte que j'avais ce problème en fait. Et l'impression qu'on va jamais s'en sortir sortir de ce cercle vicieux. L'irritabilité récurrente aussi, parce que voilà, tu te sens coupable, tu te sens stressé, forcément t'es pas de bonne humeur, tu vois. Genre les gens autour de soi, genre il y a un mot de travers, ça va partir tout de suite, tu vois. Donc c'est souvent les gens ils comprennent pas en plus ce que tu ressens parce que c'est pas visible pour eux, ils savent pas tout ça. Donc en fait ils se disent c'est juste un con lui, qu'est-ce qu'il me fait. Donc voilà, l'isolement social aussi, vu ce que je vous ai raconté avant. Toute ma semaine j'avais préparé ma bouffe et tout, donc si tu veux, quand il y a des collègues qui me demandaient vas-y viens on va aller se faire une pizza ce soir, genre c'est non, genre impossible. Donc juste du coup tu t'écartes un peu du groupe entre guillemets, tu t'isoles finalement socialement. Et donc voilà, ça se fait pas à l'improviste, genre mec si tu veux qu'on aille faire une pizza, dis-le moi 15 jours avant, tu vois, que je fasse du sport avant, machin et tout, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, l'isolement social aussi faisait partie des choses qui font que mentalement ça pèse. À force t'es isolé, t'es irritable, enfin je veux dire t'es pas un être humain avec qui on a envie d'être, donc c'est compliqué. Donc maintenant on va passer dans l'avant-dernier chapitre de cette vidéo, le traitement, comment on guérit de ça. Et le dernier chapitre c'est les chiffres sur le TCA, restez bien jusqu'à la fin parce que genre vous allez halluciner sur les chiffres. Mais déjà le traitement, comment on fait pour guérir de ça. Déjà la première chose c'est d'en prendre conscience, déjà prendre conscience de ce problème. Et ce problème il n'est pas physique, il est psychologique. Genre les TCA c'est là-dedans, c'est pas genre t'as chopé un truc
c'est ça qui te donne envie de maigrir. Non, c'est pas ça du tout. C'est genre, c'est là-dedans. C'est dans ta tête. Donc, forcément, tu vas avoir des notions de psychothérapeute qui vont rentrer en jeu pour justement aider à traiter les pensées et les comportements alimentaires déviants. En deux, le suivi nutritionnel. Dans le milieu du sport, c'est ce qui a beaucoup été mis en place pour prévenir justement des risques. C'est d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. Tu te dis, bon, le gars, il sait ce qu'il fait. Genre, il me donne ça à manger. Je culpabilise pas de manger ça, tu vois. C'est régulé en fonction de ce que je fais en termes de sport. Et du coup, c'est adapté. Donc, forcément, tu vas aller moins dans les dérives. Tu es suivi nutritionnellement. Après, tu peux avoir un support médical pour traiter les complications physiques, des carences, ce genre de choses. Tu vas voir ton médecin, il te fait une prise de sang et tu vas relever les niveaux. Tu vois, déjà ça, déjà de faire le bilan sanguin de là où tu es et te dire, ok, j'ai déconné, maintenant on va repartir de zéro. Et après, avoir un soutien familial, ça permet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les causes, l'environnement familial a un impact énorme sur les TCA. Et donc déjà aussi, c'est que la famille soit impliquée et créer un environnement plus sain par rapport à ça. Et c'est ce que je vous disais, j'essaye à la maison de faire l'environnement le plus sain possible par rapport à ça et que ça ne devienne pas un sujet, que ça ne devienne pas le centre du monde. Genre la bouffe, c'est pas le centre du monde, tu vois. Il faut replacer l'église au milieu du village. Parce que moi, c'était devenu genre une obsession. Je pensais à la bouffe toute la journée. Genre, qu'est-ce que je vais manger là? Il faut pas que je mange ci. J'ai faim, mais il faut pas que je mange. Enfin, je veux dire, il y avait tellement de choses par rapport à la bouffe qui se passaient dans ma tête. Genre, à un moment donné, j'ai dit, ok, c'est plus la vie. Genre, la bouffe, c'est plus la vie. Même si souvent on dit le gras, c'est la vie, là, ce n'était plus la vie. Donc du coup, j'ai mis tout ça de côté et je me suis concentré sur les autres choses qui étaient autour de moi. Et ça a marché. Quand j'ai eu le déclic, parce que aussi c'est ça la première chose pour guérir, c'est de se rendre compte qu'on a quelque chose qui va pas. Et je suis parti en stage 3 mois et quand mes parents ils m'ont revu, ils m'ont dit mais what the fuck? T'as vu comment t'es maigre? Genre, en fait, quand tu vois quelqu'un au quotidien, tu vois pas la dérive. Mais par contre, quand tu vois quelqu'un à l'instant T, tu le revois 3 mois plus tard, tu te dis mais attends, il s'est passé, t'es malade? Genre, il y a plein de gens qui me disaient ça. Genre, t'es tombé malade. Genre, t'as eu un cancer. Genre, des trucs de fou. Et du coup, c'est là où j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et je me souviens, ma mère, elle m'a dit, va chez le médecin, juste pour voir si ça va bien. D'aller voir un professionnel. Parce que ce que mes parents me disaient, je m'en foutais complet, tu vois. Et ça aussi, je pense qu'avec les jeunes, c'est important, c'est que, genre, quand on est jeune, on s'en bat les steaks de ce que nous disent nos parents. Par contre, moi, même si le médecin il est nul, c'est un médecin. Tu vois ce que je veux dire? Il a un diplôme là-dedans. Ce qu'il va me dire, c'est légitime, tu vois. Il s'y connaît. Mes parents, ils sont pas médecins ou quoi. Donc, j'avais plus la voix du médecin avait plus de valeur pour moi que ce que mes parents pouvaient me dire. Donc, le fait d'aller et qu'ils me disent que j'avais un problème, eh ben, ça a changé beaucoup de choses. Parce qu'en fait, il m'a montré mon taux d'IMC. Donc c'est un calcul que vous pouvez faire rapidement sur internet et j'étais à 17. Genre 17, c'est à la limite de la maigreur extrême et de la dénutrition. Je faisais 51 kg pour 1m70 comme je vous l'ai dit tout à l'heure et là j'étais vraiment à la limite. Et en fait, rien que de voir ça et de se rendre compte que genre t'es à la limite. Genre tu dis ouais ok c'est bon, vas-y je vais faire des efforts et il faut vraiment que voilà il m'a fait faire une prise de sang. Après j'ai commencé à remanger normalement. Enfin en tout cas ça s'est pas fait en un jour mais je me dis ok il faut que je remange en plus grande quantité etc. Et surtout aussi je me suis dit mais le poids il est pas si important en fait c'est un gain marginal quand tu es dans le vélo surtout. Après je sais pas exactement pour les autres sports mais surtout pour le vélo on n'est pas tous grimpeurs. En Bretagne t'as pas besoin d'être grimpeur et t'as pas besoin de faire 50 kg pour 1m70, ça sert à rien du tout. En fait il y a plus de punchers en Bretagne que de grimpeurs donc en fait c'était plus important d'avoir la bonne alimentation, la bonne quantité pour avoir l'énergie nécessaire plutôt perdre un kilo, j'en sais rien, tu vois, 1 ou 2 kilos pour au final, tu sais, t'être privé, machin et tout ça, pour au final avoir aucun gain sur le vélo. Il valait mieux être entre guillemets un peu en surpoids par rapport à son poids de forme plutôt que en dessous et ne plus performer en fait. Genre ça se joue pas à 1 ou 2 kilos, on s'en fout en vrai en Bretagne, genre c'est presque tout plat ou alors t'as un petit talus à monter, mais quand tu vois les mecs
les vainqueurs sur les courses en Bretagne, les mecs ils sont charpentés, tu vois. Et surtout l'hiver, il faut tenir la pluie, etc. Je dis pas qu'il pleut en Bretagne, hein, attention. Mais tu vois, l'hiver, il faut qu'on tienne, il faut qu'on aille dehors, il fait froid. Tu vois, il faut qu'on ait quelque chose pour tenir. Du coup, tu vois, les mecs, ils sont vraiment costauds. Et puis maintenant, ça commence à changer aussi à la télé. Tu vois, les mecs comme... même si les mecs, ils sont secs. Genre, tu regardes des gars comme Wout van Aert ou Van der Poel, les mecs, ils sont costauds. Donc, tu vois, ça commence à changer un peu l'image du coureur cycliste. Et du coup, ma vision du cyclisme a changé un peu aussi. Ma démarche auprès de ça, elle a changé. Et ça a été le début de comment en guérir, entre guillemets. J'ai changé aussi mon environnement plus sain au niveau de l'alimentation et tout ça. Et aussi le fait de m'être installé avec ma compagne à l'époque, bah tu penses plus qu'à ça en fait. Et du coup tu es à deux, tu fais à manger pour deux, tu fais plus attention trop à ce que tu manges, tu fais encore attention parce que voilà, tu fais pas n'importe quoi non plus, mais genre je veux dire, c'est devenu beaucoup plus sain. Le dernier point, c'est un exemple, c'est une petite anecdote, c'est Warren Barguil dans une interview de GCN qui disait qu'il y a plein de mecs qui sont passés à côté de carrière parce que justement ils avaient des problèmes avec l'alimentation, ils voulaient trop faire le métier, ils voulaient trop perdre de poids, etc. Et au final, ils sont passés complètement à travers de leur carrière. Donc c'est quand même dommage. Là, je parle plus aux jeunes générations qui sont en train de commencer le vélo, qui ont plein d'espoir, etc. Ça serait dommage de passer à côté d'une carrière parce qu'on n'a juste pas rempli le réservoir. On n'a pas alimenté le moteur comme il fallait. C'est pas moi qui le dis, c'est Warren Barguil. Donc ça a quand même une grosse valeur. C'est une des références dans le cyclisme en Bretagne. Bon, on est sur la dernière partie de cette vidéo. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais elle durera le temps qu'il faudra. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et donc là, on est dans la partie pour moi la plus intéressante parce que c'est la plus surprenante. Les athlètes de haut niveau ont 3 à 5 fois plus de chances d'avoir des TCA que la population générale. C'est-à-dire les personnes sédentaires, etc. qui font pas non plus du sport pour la compétition, etc. Ensuite, parmi les sportifs de haut niveau, environ 1 sur 3 peut être confronté à des problèmes alimentaires. Donc ça veut dire que sur 10 mecs, tu as 3 gars qui ont des troubles du comportement alimentaire. T'imagines? Après, il y a sûrement des niveaux dans les troubles du comportement alimentaire. Il y en a qui sont dans l'extrême, il y en a qui sont dans le faible, il y en a qui sont dans le moyen. Je pense qu'il faut doser aussi. Entre 10 et 25% des cyclistes professionnels présentent des comportements alimentaires perturbés, ce qui est bien supérieur à la moyenne. Même s'ils sont suivis, tu as quand même 10 à 25% des cyclistes professionnels qui peuvent être atteints de ça, qui présentent des comportements genre un peu déviants. Donc imagine dans le milieu à l'amateur où t'es pas suivi du tout. C'est genre juste abusé. Chez les femmes, parce qu'on va aussi parler un peu la différence entre les hommes et les femmes, 40% ont des préoccupations majeures liées à leur poids. Une femme sur deux. Là on est toujours dans le vélo hein, les gars. Une femme sur deux. C'est énorme. Un truc de fou. Et je pense que ça peut s'expliquer parce que la pression sociale sur le corps est plus forte chez les femmes que chez les hommes. Quand on demande à un mec, et moi le premier, genre c'est quoi ton type de meuf? Et tu vois, tu dis forcément une meuf élancée, genre fine, genre fit. C'est moins le cas pour un mec, je pense que... Je sais pas si les meufs elles s'en foutent un peu plus que les mecs, mais en tout cas c'est moins fort chez les hommes, on a moins ce besoin. La tendance par contre qu'il y a chez les mecs, c'est pas de perdre du poids, mais c'est d'en prendre en termes de force, en termes de muscles, de volume. On voit, il y a plein de mecs qui vont à la salle maintenant, c'est différent des femmes, mais c'est toujours pression sociale, c'est ce que la société veut bien nous faire voir et ce que la société idéalise entre guillemets à travers la télé, à travers les réseaux sociaux, etc. Un chiffre important, c'est ça se manifeste en général chez l'adolescent et les jeunes adultes, donc souvent entre 12 et 25 ans. Donc moi c'était clairement ça, j'avais 20 et quelques années. Voilà, tu commences à te construire, voilà, tu as besoin de trouver ton identité, etc. Et donc voilà, plus tu as ton sport, etc. Tout ce qu'on a déjà dit. Donc voilà, entre 12 et 25 ans. Donc voilà, les chiffres, je m'arrête là, il y en avait plein de partout, de machin et tout. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Elle a duré assez longtemps, mais je pense que c'était nécessaire. En tant qu'homme,
je voulais faire cette vidéo parce que dans le vélo, il y a plus d'hommes que de femmes et c'est pour ça, je pense que le sujet est resté tabou dans le vélo. Parce que les hommes, on veut pas montrer nos émotions, nos sentiments, parce que on veut pas montrer qu'on est faible, entre guillemets. On veut toujours paraître fort, etc. Et je trouvais important d'en parler du coup dans une vidéo. Les gens prennent conscience, et notamment aussi les instances du sport. Je pense notamment à la Fédération française de cyclisme, d'athlétisme, etc. Tous les autres sports aussi, qui prennent ce sujet à bras le corps et qui fassent des choses un peu plus concrètes. Au niveau des clubs, etc. pour avancer, parce que c'est un sujet qui est resté à l'époque des années 90. On a progressé sur plein d'autres choses, sauf pas tellement là-dessus. J'espère que cette vidéo aura aidé pas mal de monde. C'était le but de cette vidéo, de sensibiliser. Donc voilà, du coup n'hésitez pas à partager ça à qui de droit. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Allez, salut! You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah.